La mère de mon ami d'enfance, Nicolas, souffre depuis quelques années d'une maladie de type Alzheimer. Elle vivait en Alsace, dans la maison où il avait grandi, quand l'évolution de la maladie et le fait qu'il habite Paris ont conduit à son placement dans l'EHPAD de son village. Il est fils unique et lui rendait visite toutes les semaines, mais au moment du premier confinement sanitaire, il l'a retirée de la maison de retraite et s'est installé avec elle pour 2 mois et demi dans le pavillon de son enfance. Ces 2 mois et demi ont été pour Nicolas une expérience forte. La coexistence avec une femme avec qui il pensait la communication difficile a été un moment agréable pour les deux. Elle le confondait parfois avec son mari défunt ou avec son frère aîné. Il fallait souvent lui répéter que l'on ne pouvait pas sortir car il y avait une pandémie. Être continuellement avec elle lui a permis de retrouver une mère qu'il croyait avoir perdue et de deviner que tout n'avait pas disparu en elle, au contraire. Il m'a raconté son histoire et j'ai eu le désir d'aller à la rencontre de ces personnes que l'on dit malades et de ceux qui les entourent dans les paysages de France et de Suisse. Je voudrais comprendre si à travers la diversité des situations et des stades de la dégénérescence, quelque chose demeurait qui permette de croire qu'il y a toujours une vie intérieure et peut-être une vie spirituelle dont on pourrait témoigner. À Nice, Sylvie Chevalier est entrée en EHPAD il y a 7 années. Ses troubles avaient commencé il y a 14 ans. Ça a commencé par des absences et j'ai un souvenir assez frappant. En 2007, mon père a été hospitalisé suite à un AVC et nous avions un rendez-vous donc pour aller le voir. Le lendemain, j'appelle ma mère pour confirmer le rendez-vous, pour lui dire qu'il fallait y aller, que je venais la chercher d'ici une demi-heure. Et une absence. Elle ne s'en rappelait plus. Bon, 1 an passe à peu près, et puis ce symptôme, il s'est accentué. Elle a subi des tests, et 1 semaine après, on nous annonce la sentence, parce que je dirais sentence, comme quoi elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Quand elle a appris le jour où le médecin lui a annoncé donc, les résultats de cette maladie, sur le moment elle s'est mise à pleurer. Donc il y avait une certaine conscience quand même, parce qu'Alzheimer ça voulait dire quelque chose. Mais évidemment 5 minutes après, elle s'en souvenait plus. Jamais on n'aurait pu imaginer que ça allait prendre de telles proportions. Non, honnêtement, non. Non. On n'avait pas encore la vision à long terme. D'ailleurs, on ne parlait pas de long terme. On ne pensait pas en long terme. En fait, on vit les moments au jour le jour. Donc non, sans anticiper sur l'effet dévastatrice de la maladie. C'est très difficile peut-être à comprendre. C'est que, comme si elle portait en elle un état de conscience, mais que par les paroles, ça ne se traduisait pas par les paroles, sauf au tout début. C'est un cheminement qu'on apprend donc à intégrer dans sa vie, parce que c'est notre mère, ma mère, mes frères et moi, et que cette mère se transformait petit à petit en enfant, en personne dépendante en tout cas. Donc en fait c'est quelque chose qu'on apprend à intégrer, à accepter, je sais pas, mais à intégrer en tout cas. Ça reste ma mère charnellement. En fait,
Quand je suis avec elle, il y a ce lien filial qui est là, qui est présent, bien sûr. Dans son regard, par exemple, je vois ma mère. Quelle que soit la personne que j'ai devant moi, ça reste ma mère. C'est ma mère avec... c'est pas la mère, effectivement, que j'ai connue, mais ça reste ma mère dans tout son être, dans notre chair et dans notre ressenti. C'est ma mère, non, c'est ma mère. Le plus grand nombre des personnes souffrant d'un vieillissement cognitif problématique sont chez eux, soutenus par un parent et par des professionnels passant à domicile. Jean-Marie, à Münster, vient juste de se résoudre à placer son épouse en EHPAD après de longues années à s'en être occupé seul. On s'est mariés le 8 novembre en 63. Les premiers signes, elle faisait beaucoup de crochets. Elle faisait des canevas, crochets. La plupart du temps, elle faisait du crochet. Et d'un coup, un jour, sur un crochet, elle n'arrivait plus à avancer. Elle arrivait sur un certain point, et c'était terminé. Elle ne pouvait plus avancer. Et puis, après, elle a fait un malaise cardiaque, et de là, la maladie est vraiment sortie. Ça ne m'a pas directement effrayé. Hein. Moi j'étais toujours là, j'étais toujours à côté d'elle. C'est elle qu'elle ne pouvait pas faire, c'est moi qui le faisais. Hein. Hein. Je la soutenais comme ça. Elle savait ce qui va lui arriver. Elle dit, je sais ce qui va lui arriver. Ça, elle le savait, mais maintenant, elle ne le sait plus. Je savais que c'est une maladie et qu'on ne peut pas les culpabiliser sur les défauts qu'ils font. Hein. Il faut mettre ça sur la maladie. Elle se sentait bien à côté de moi. Hein. Je la soutenais. Hein. On se soutenait ensemble. On se soutenait. Hein. On faisait pas un reproche par-ci pour quelque chose, non. Il faut être patient. Il faut avoir beaucoup de patience. La plupart du temps, je suis une présence à côté d'elle. Hein. Mais les derniers temps à la maison, la plupart du temps, elle ne me connaissait pas. C'était une présence. Hein. Elle croit quand même en Dieu. Hein. Elle croit quand même en Dieu. Hein. Et puis, on n'a pas perdu la foi pour ça. Hein. On s'est mariés pour le pire et pour... Hein. 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 On s'est mariés pour le pire. Hein. Et je suis là pour elle. Et je lui ai dit, je ne te laisserai jamais tomber. Hein. Je suis là, je suis tous les jours chez elle, même à l'hôpital. Je suis tous les jours chez elle. Tous les après-midi, je suis à côté d'elle. Nous sommes fascinés par la perte. Bien sûr, elle fait peur. C'est ça le mécanisme de la peur. On voit quelque chose à quoi nous tenons qui disparaît. Et on se dit, si j'avais plus ça, ça serait terrible. C'est le mécanisme de notre réaction face à tous les handicaps, d'ailleurs. Alors oui, elle fait peur, cette maladie. Elle fait encore peur parce qu'on n'a pas de traitement efficace et parce que c'est une maladie qui est d'une part constamment déclinante, sur la pente déclinante, qui aboutit à la grande dépendance, parfois à des troubles comportementaux qui sont difficiles à gérer, notamment en famille. Et aussi, une des raisons pour lesquelles elle fait peur, c'est qu'elle dure longtemps. Une pathologie dégénérative, il y en a d'autres qui évoluent sur 1 an ou 2, c'est des maladies dramatiques qui aboutissent à la mort, mais 1 an ou 2 pour un entourage familial, ce n'est pas la même chose que 10 ans ou 15 ans. C'est une maladie qui fait fuir. Et combien de personnes qui disent, même des personnes proches, la génération de leurs grands-parents, quand ces personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer, de dire « Ah, j'espace beaucoup mes visites parce que de toute façon, elles se rendent compte de rien. Elle ne me reconnaît pas. Et deuxièmement, j'aimerais maintenir une image positive de ce qu'elle a été. »
Et ça, justement, c'est-à-dire, on s'accroche plus à l'idée qu'il y a un état antérieur qui aurait disparu. Donc les personnes à l'extérieur ne peuvent pas considérer en général que la personne touchée par ces phénomènes-là est une personne dans une continuité. Bien sûr, où il y a rupture qui demande réadaptation et de la personne elle-même et de la personne proche, la personne qui rend visite. Il y a plus de fantasmes et de peurs que l'expérience qui peut vraiment changer le regard, qui peut changer les attitudes et qui peuvent aussi diminuer tout simplement la peur pour l'autre, mais surtout la peur pour soi-même. Quand on croise de ces malades-là, on se projette, c'est inévitable. Par contre, c'est pas raisonnable de le faire, effectivement, parce qu'il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, il y a des maladies d'Alzheimer. C'est pas forcément catastrophique, mais vu de l'extérieur, ça fait forcément, on a tendance à se projeter. Pour certaines personnes, les accueils de jour sont une bonne solution pour le répit des aidants et le maintien d'un lien relationnel. Ainsi, à l'accueil de jour Jeanne Garnier, dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai remarqué une chose, c'est que quand on a un petit problème ou un souci, quand on se parle à haute voix seul, ça aide le cerveau à comprendre ce qu'on veut dire et à résoudre le problème. Oui. Ça, je m'en suis aperçue plus d'une fois. Je suis d'accord, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi le fait de dire à haute voix permet de comprendre mieux que quand on l'a dans le cerveau. Je me parle. Oui, c'est vrai. Tu as fait une bêtise. C'est vrai. Et c'est pas très malin ce que tu as fait. Ah, mais tu as encore oublié de faire ça. Voilà. Je me parle, oui. Peut-être que vous parlez gentiment. Moi, je peux dire que j'ai comme règlement, j'ai conclu que quand les gens se parlent comme ça intérieurement à eux-mêmes, habituellement, ils ne sont pas très aimables avec eux. Moi, je me traite plutôt de connasse, d'imbécile, de feignasse, je ne me traite pas, je me dis pas, Ségolène, tu es génial, ce que tu as fait est merveilleux. Ça permet de prendre plus de recul. Oui. C'est très difficile d'arriver à ce qui nous gêne, d'arriver à l'exprimer complètement. C'est très difficile. Quand on a réussi, si vous êtes en période de spleen, on n'y arrive pas. Et quand on n'est pas en plein spleen, on arrive effectivement. Quand on est en plein spleen, on est découragé, on se trouve très très moche. D'abord, et puis autour de soi, ce qu'on croyait très très bien, ben on le croit finalement peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, ou qu'on l'aurait voulu, ou qu'on l'a cru. J'ai beaucoup de mal à trouver des synonymes. Je trouve que des à peu près qui traduisent jamais mon réel sentiment de détresse ou de noir. Moi, je reconnais que ça, je comprends très bien, parce que moi, quand je commence à pédaler dans des choses négatives, très rapidement, je m'arrête et je me dis, mais tu as fini de patauger dans tout ça. Ah oui. La tendance lourde de l'approche du vieillissement cognitif problématique est depuis 40 ans d'être centrée sur le biomédical dans la recherche effrénée de médicaments. La médicalisation de la maladie d'Alzheimer, c'est un peu aussi en partie son drame. Si on trouve un remède et une explication causale, ça va être sa chance. Mais jusqu'à maintenant, c'est en partie son drame parce que en médecine, on est formaté pour comptabiliser les pertes. Et forcément, quand vous approchez une personne qui a une maladie d'Alzheimer, si vous cherchez les items de la mémoire, si vous cherchez les capacités cognitives, donc vous faites faire des tests aux gens. Et forcément, les résultats des tests sont toujours moins bons, puisqu'on a une maladie qui progresse sur ces éléments-là. Donc on va décrire la maladie comme on perd des trucs et de plus en plus et de plus en plus. À Genève, Anne-Claude Juirat et son mari Martin van der Linden, prématurément disparu, sont les pionniers d'une approche alternative et positive de ce qu'ils considèrent moins comme une maladie que comme une évolution naturelle de la vie humaine.
plus j'avance dans ma carrière, et c'est ce que je dis à mes étudiants aussi, dans ma pratique de neuropsychologie, moins je fais passer de tests et plus je discute avec les gens. Je dirais que je passe de plus en plus de temps à entendre le parcours de vie des gens, à entendre ce que les gens font encore au quotidien. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi et que le cabinet libéral me permet de faire, c'est de me rendre au domicile des gens aussi. Donc on voit comment les gens se débrouillent chez eux, et c'est des choses qu'on ne voit pas du tout dans un examen neuropsychologique où les gens viennent en ayant peur, en étant contraints à interagir avec du matériel qui a un côté quand même assez scolaire par moment. Et du coup, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant les capacités préservées des personnes aussi. Ça, mon mari a vraiment été un pionnier mondial là-dedans, de montrer qu'il y avait des capacités préservées chez les personnes qu'on étiquetait de malades d'Alzheimer, et notamment sur le plan de la mémoire. Après, il ne s'agit pas de se dire qu'on est dans un monde de bisounours et puis que tout va bien, puis que c'est juste un vieillissement qui se passe un peu moins bien que les autres. Ça, c'est clair qu'il y a des vieillissements qui se passent particulièrement mal. Moi, j'ai certaines des personnes que j'accompagne ici qui ne reconnaissent plus leur conjoint, donc vous voyez la souffrance pour le conjoint, enfin il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Maintenant, ce qui me paraît important, c'est à la fois d'avoir quand même cette capacité de voir le positif, de voir ce qui est préservé, mais aussi d'avoir les mesures d'accompagnement qu'il faut à côté. Donc je pense qu'il faut déjà reconnaître les capacités des personnes, il faut connaître ces différents systèmes de mémoire pour tabler sur les systèmes de mémoire préservés. Je me souviens avoir été mise en contact dans le cadre d'un projet intergénérationnel entre des enfants d'une école du quartier et des résidents d'un EHPAD, avec une dame qui était assise dans un coin, qui ne parlait pas, parce qu'elle avait un problème d'aphasie, et pour laquelle la première séance avait été extrêmement difficile. Et en fait, cette dame, je l'ai appris après coup, était une femme qui avait été dans les équipes découvreuses de l'ADN, qui était en compétition dans la découverte de l'ADN. Et cette dame, on a réussi à la mettre en avant dans des projets scientifiques avec les enfants où il fallait qu'elle désigne des choses. Elle n'avait pas besoin de le dire, mais elle s'est retrouvée avec des capacités incroyables dans ce contexte-là. D'où la nécessité de savoir cette histoire de vie. On peut tabler sur ces capacités d'apprentissage préservées pour redonner des compétences aux gens, pour permettre à quelqu'un qui était passionné de pétanque de refaire le trajet depuis chez lui au club de pétanque, d'apprendre le nom des petits-enfants, de faire fonctionner un micro-ondes pour se faire un repas. C'est des choses qu'on peut faire, et là il y a vraiment toute une sphère de travail et de compétences des neuropsychologues qui est extrêmement importante. C'est Jean Rostand qui avait fait cette remarque que je trouve tout à fait pertinente, qui est que la civilisation des fourmis se trouve dans ses gènes, tandis que la civilisation humaine se trouve dans ses bibliothèques. Et c'est là où c'est une maladie qui fait extrêmement peur. C'est-à-dire que nous pouvons survivre dans notre environnement par la connaissance que nous en avons. Et si nous perdons cette connaissance, effectivement, notre faculté de survie est amoindrie. Voilà. Mais est-ce que c'est pour ça que la personne ne pense plus? Il y a un gouffre entre ces deux choses-là. Moi, je suis convaincue qu'il y a tout un monde intérieur qui continue à exister. Donc, il continue à exister donc, les émotions. Et de toute façon, c'est une personne qui a toute une histoire. Une part de l'histoire est écrite, mais une part de l'histoire est à venir. Mais ce n'est pas forcément une histoire chronologique. J'avais été très impressionné par un témoignage qui avait paru dans un petit livre qui avait paru en Suisse dans les années 93, où une sœur racontait la maladie d'Alzheimer de sa sœur. Et à un moment donné, elle dit « Il n'y a plus rien. Marie-Louise, c'est une coquille vide. » Donc ça m'avait interpellé. C'est quoi une personne qui disparaît comme ça? Est-ce qu'une maladie peut faire disparaître une personne? La médecine que je côtoyais, ou le discours public que j'entendais, allait dans ce sens-là, en disant, s'il n'y a plus de capacité cognitive, s'il n'y a plus de mémoire, s'il n'y a plus de capacité de se projeter dans l'avenir, il n'y a plus rien. Et la tradition théologique et philosophique me faisait dire, si, il y a encore quelque chose. Ce qui permet d'attester de quelque chose qui demeure, avant de présupposer que ça serait une dimension, un espace mental, avant de dire que ça serait la spiritualité notamment,
Ce qui permet de la tester, c'est le travail. Quand on travaille au contact de personnes avec des maladies d'Alzheimer toute sa vie, ça affine un registre de sensibilité. Et on arrive à entrer en relation avec ces personnes-là et à témoigner du fait qu'il y a des choses qui demeurent, malgré l'atteinte cognitive, malgré l'atteinte de la mémoire, malgré tout ça. Et de manière étonnante, quand j'ai commencé la médecine, je ne comprenais pas ce qu'il pouvait y avoir. Et c'est en étant en contact de ces personnes, en les côtoyant, en parlant ou en essayant de parler avec elles, mais aussi surtout étant dans la présence, dans l'interaction peut-être non verbale, qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. À Célestat, Thalita Coleman associe à sa recherche universitaire un accompagnement spirituel des résidents. Ce qui reste dans la maladie, c'est ce qu'est une personne vraiment au fond d'elle. Il reste toujours un être qui a envie d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Le désir de relation, ça ne disparaît pas dans la maladie. Donc ce désir de relation, ça reste. Les envies d'être bien, ça reste. La volonté, la capacité de sourire à quelqu'un et d'être avec, ça reste jusqu'à très tard dans la maladie. Tant que la personne est consciente, elle a le désir d'être. Ça reste des personnes de désir. Et c'est très important de le souligner. Il arrive un moment dans la maladie d'Alzheimer où la personne elle-même ne peut plus être source de relation. Donc elle a besoin qu'on vienne l'aider, qu'on vienne parler avec elle et qu'on alimente la source. Si on n'alimente pas la source, elle s'assèche. Mais tant qu'on reste avec, tant qu'on les sollicite, tant qu'on est vraiment à côté d'eux, eh ben, la personne reste capable de donner. Elle comprend tout à fait ce qu'on dit. C'est pas parce qu'elle est loin, entre guillemets, dans la maladie qu'elle n'est plus dans la relation. Tout très clair à ce niveau-là. Moi, j'utilise la communication non verbale qui peut s'exprimer de différentes manières. Maintenant, il y a une modération à faire, selon moi, qui est il ne faut pas non plus forcer les gens à la communication. Donc, il y a une invitation que la personne peut vous faire à la communication et vous y répondez ou vous n'y répondez pas. Une des premières invitations que la personne va faire, elle va vous suivre du regard quand vous passez devant elle. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de soignants en EHPAD, dès qu'ils rentrent dans le service spécialisé, entre guillemets, ils plongent le regard au sol et ils traversent tout chose, comme ça ils ne voient pas les appels au niveau du regard. Voilà. Mais déjà, si la personne vous regarde quand vous rentrez et qu'elle suit vos déplacements, là vous pouvez déjà dire qu'elle est en attente de relation. Qui ça? C'est le grand-père. C'est un grand-père? Ah oui. Oui, vous êtes grand-père. C'est vous? C'est pas vous? Je crois bien que c'est vous. C'est vous, monsieur Weber? Moi? Ah bon? Comment vous vous trouvez? Un peu nul. Un peu nul? Pourquoi? Moi, je vous trouve pas trop nul, moi. Vous êtes en train de travailler? Vous êtes en train de bosser? Vous êtes en train de ramasser les feuilles? Ce que j'utilise souvent, c'est l'opposition que fait le philosophe Gabriel Marcel entre le mystère et le problème. Il dit, le problème, on le résout. Et essayer d'aller expliquer l'intériorité, c'est résoudre le problème de l'intériorité. Et Marcel dit, le mystère, on ne le résout pas, on y pénètre. Et plus on y pénètre, plus il s'épaissit. Et j'aime bien ça. Donc, l'intériorité de l'autre, je la rencontre quand je suis dans un dialogue vrai, quand je suis dans un je-tu, quand je suis dans une relation résonante. Mais est-ce que je peux l'expliquer? On cherche les accès sensoriels. Ça peut être le toucher, la musique, l'odorat, la vue, donc tout ça. C'est-à-dire pour
chercher d'avoir accès à l'être de la personne au-delà de ces difficultés de comportement qui semblent totalement étranges. Elles n'ont absolument pas perdu leur qualité émotionnelle ou affective. Et ça, il est clair que dans la dégénérescence des neurones cérébraux, dans l'Alzheimer, c'est uniquement le côté cognitif, le côté mémoire qui est atteint et rationnel, mais pas le côté émotionnel, qui suit d'ailleurs des schémas neurologiques différents. La communication, c'est un peu du verbe et beaucoup d'autres choses. Hein. Et du coup, la personne, elle communique tellement d'autres choses. Hein. Et je dirais que même dans un cadre habituel, eh bien, parfois la personne si la personne est en capacité de parler dans un entretien psychologique, parfois son non-verbal va être bien plus parlant que tout ce qu'elle va dire verbalement. Donc vous voyez, je dirais que c'est un tout. Si on connaît la personne, on va pouvoir dire « j'ai l'impression que vous êtes triste ». Quand je vous vois, je sens que vous êtes triste. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous êtes triste? Voilà. Peut-être que la personne va pouvoir me dire oui. Ou peut-être que dans son regard, il va y avoir quelque chose comme ça. Et parfois aussi de pouvoir dire je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas. Mais par contre, je sais qu'il se passe plein de choses en vous. Hein, et que peut-être qu'il y a des questions, peut-être qu'il y a des choses. Et il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je suis là avec vous. Je suis là. De quoi souffrirait la personne Alzheimer? Est-ce qu'elle souffre d'oublier? Assez peu. Ça peut arriver, mais assez peu. Est-ce qu'elle souffre de ses pertes, de ses capacités cognitives? Moi, je dirais assez peu. De quoi souffre-t-elle? Elle souffre du regard des autres. On est à table, il y a un repas de famille, on est 30 personnes, je me réjouis, il y a tout le monde. Je ne reconnais pas tout le monde, mais il y a tout le monde. Mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, je suis dans mon coin, les gens parlent et les gens ne me parlent pas. Alors ça fait souffrir. Il y a des outils simples d'utilisation qui permettent aux soignants d'être formés pour faire de l'accompagnement et pas du soin. D'autant plus qu'il ne peut pas soigner la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui ne se soigne pas. Donc s'il reste vraiment en tant que soignant face à ce genre de maladie, il est dans l'échec, puisqu'il ne peut pas soigner la personne. Donc là aussi, il y a quelque chose qui doit radicalement changer, qui est, on arrête de dire qu'il faut soigner ces gens. Il faut en prendre soin. On ne va pas soigner la vieillesse, parce que la vieillesse n'est pas une maladie. Et on ne va pas soigner les maladies neurodégénératives, parce qu'elles sont incurables. Par contre, suivant la qualité de l'accompagnement de la personne, la maladie va aller plus ou moins vite. Et va s'aggraver plus ou moins vite. Donc l'accompagnement prend tout son sens pour le coup. Une manifestation d'affection, normalement, un soignant n'est pas censé donner de l'affection. Ce n'est pas professionnel, hein, elles apprennent ça, hein. Elles aiment bien les aides-soignantes. Dans cette maladie, c'est non seulement autorisé, mais c'est même recommandé. Et d'ailleurs, ces personnes, ces professionnels, même le médecin, hein, sentent que c'est une bonne chose de se risquer à donner de l'affection à un patient Alzheimer qui le réclame la bouche ouverte. J'ai soif de votre affection, j'ai soif de votre reconnaissance. On ne peut pas bien prendre soin de quelqu'un si on n'a pas envers lui, à un moment donné, des mouvements affectifs qui ont à voir avec l'amour, d'une certaine manière. Sinon, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est-à-dire, si je vais, moi en tant que psychologue, à la rencontre d'une personne en fin de vie, que je vais à sa rencontre, si je n'ai pas envers elle des mouvements affectifs qui ont à voir avec une forme de tendresse, une forme de, comme ça, hein, de tendresse, d'empathie, d'amour, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. C'est-à-dire que si la personne se sent jugée, si elle se sent jugée, si elle sent que je suis en train de l'évaluer, je suis en train de poser sur elle un diagnostic, elle va pas quelque chose qui va pas marcher. C'est la relation qui soigne. Mais le problème, c'est que quand on dit que c'est la relation qui soigne, on pense que on peut distinguer ce qui relèverait du registre technique, et on pourrait dire scientifique, de ce qui relèverait du registre relationnel, affectif, voire amoureux,
hein, pour reprendre ce terme-là, qu'on pourrait les distinguer d'une certaine manière. Que le relationnel ne relèverait pas de la technique et de la science, et que la technique et la science ne relèveraient pas vraiment du relationnel. Bon, je pense que dans le cadre de la clinique de la maladie d'Alzheimer ou des soins palliatifs, ce qu'on montre, c'est que c'est faux. Et aimer et entrer en relation, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose qui se travaille. Quand on parle de la qualité de la présence, par exemple, c'est quelque chose qui se travaille, la qualité de la présence, quelque chose qui s'affine avec le temps. J'ai vu que beaucoup d'idées reçues sur la démence ne se vérifiaient pas. Dans la relation, on trouve une personne qui reste jusqu'au bout, mais qui a besoin bien sûr d'aide et que l'occasion lui soit donnée pour qu'elle puisse se relier, disons, à elle-même. C'est vrai que la démence, le trouble cognitif avance, les capacités diminuent jusqu'à un degré presque total. Mais au niveau profond de ce qui est la spiritualité, la dignité, il y a plein de signes qui nous disent, qui nous montrent que cet aspect-là, cette dimension, elle est là, elle est vivante. C'est peut-être complètement bidon. Peut-être que tout ça n'existe absolument pas. Il n'y a peut-être rien. Et peut-être qu'au-delà, il n'y a peut-être rien. Mais ça, il y a très très peu de temps que je me dis, il n'y a peut-être pas d'au-delà. Il y a peut-être... quand je fermerai les yeux, ça sera... Ségolène aura disparu de l'univers, sans complexe. Ou au contraire, il y a une vie après. Et là, je m'en pose la question, effectivement. Je cherche la force, appelez-la Dieu, Allah, je ne sais pas. Et je suis depuis ce qu'on appelle à la religion catholique la première communion, je cherche. Alors je fais des petits pas, il y a des jours où ça va... Ah oui. Là, je commence à comprendre, à me connaître. Je ne me connais pas. Et puis il y a les jours où c'est complètement en dessous du niveau basique et où je me dis, à quoi je sers? Je suis nulle, il n'y a rien qui est positif dans moi, tout est négatif, je ne sais pas qui je suis. Alors, moi, si vous voulez, je vous réponds du tout, je comprends très bien ce que vous voulez dire, parce que moi, je suis un peu comme vous, mais je ne saurais pas le dire. Et je me dis, et bon, écoute, tu fais ce que tu as à faire, et tu penses à autre chose, et tu verras, ça ira mieux. Ça arrive. Et en général, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, on va marcher pendant une demi-heure et ça va mieux après. Je peux compléter en vous disant que j'ai une fille. C'est ce que je viens de dire, je l'ai dit à des personnes qui sont vraiment devenues des amies pour moi. Ma fille, en sortant, me dit, tu as besoin de raconter tout ça? Les enfants sont redoutables. Les enfants sont redoutables pour ça. Parce que moi j'imagine si ma fille était dans un coin et m'entendait, elle serait folle de rage. Oui. Dire mais pourquoi est-ce que maman raconte tout ça? Elle se met à poil devant tout le monde. Elle dit que des conneries. Enfin voilà. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi que ça regarde. Mais on ne peut pas et on ne doit pas tout garder pour soi. Connais-toi toi-même est très juste. On ne se connaît pas et je pense. Il y a des écrivains jusqu'à la fin, on ne se sera jamais complètement connu. On connaît des choses, mais on ne connaît pas l'ensemble. Moi, vous savez, j'ai connu une dame qui accompagnait son mari Alzheimer depuis, je ne sais pas, longtemps. C'était un vrai Alzheimer, hein. C'était un diagnostic, il était jeune quand... Et puis elle m'a dit, vous savez, je ne l'aurais jamais cru, mais... C'est vrai qu'au début, il était très difficile parce qu'il a quand même, il y a un deuil à traverser. Mais elle m'a dit, vous savez, je suis plus humaine maintenant. Accompagner mon mari comme ça m'a humanisée, m'a aidé à voir un monde que je ne connaissais pas. Elle me disait, je ne me changerai pas, je ne reviendrai pas en arrière. Moi, c'est difficile de savoir que ma maman ne se souvient pas où on a habité toute notre enfance. Ce sera très très dur le jour où elle ne me reconnaîtra pas. Je sais que ça viendra, il y a de grandes chances. Je sais que c'est un moment qui va être difficile, mais quand je la rejoins dans ce qu'elle est en train de vivre, elle est en train de vivre des choses de la maman quand on était petite.
Et elle s'occupe des autres résidents, enfin elle en parle comme de ses enfants et je la vois heureuse. Et je vais là-dedans, je dis, ah, et puis oui, ils sont sortis, puis ils n'ont pas pris leur caouet, puis je ne les connais pas tous, et on dialogue là-dessus et je la vois heureuse. Et ben moi, voilà. À la suite de troubles neurodégénératifs, sœur Marie-Claire est entrée en EHPAD il y a 5 ans. Pour elle, la question de la vie spirituelle, étroitement reliée à sa foi, ne se pose pas. Pour moi, vous me posiez la question de savoir si Dieu pouvait nous oublier. Et moi, je dis c'est absolument impossible, parce que pour moi, Dieu nous a créés pour aller avec lui, pour vivre dans sa vie d'amour. C'est dans les Éphésiens, hein, où on s'est bien montré, on a été créés pour être avec lui, donc il ne peut pas nous oublier. Quelles que soient nos difficultés, il nous a mis dans le cœur, il nous a mis en nous un cœur pour vivre et pour aimer. Donc, quelles que soient nos diminutions, ce cœur-là pour vivre et pour aimer, même si ça ne s'aperçoit pas peut-être, il est toujours profondément là. Donc, Dieu ne peut pas, de toute façon, il ne peut pas nous oublier, puisqu'on est ses enfants, c'est impossible. Ça, oui. Je pense que l'important aussi, c'est toujours regarder, aimez-vous comme vous, enfin, comme. Et puis, est-ce qu'on s'aime soi-même? Et la plupart du temps, je dirais qu'il y a une éducation des personnes âgées, parce que c'était un temps où il y avait plus de gens, enfin, un regard plus négatif souvent sur soi-même que dans la jeunesse de maintenant. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas appris à s'aimer. Et c'est difficile, quand on ne s'aime pas, effectivement, d'aimer toujours les autres de la même façon. Là, quand on s'aime, ça aide. Et c'est bien l'évangile. Aimez-vous vraiment vous-même déjà, pour pouvoir aimer les autres. Même si les autres nous trouvent différentes, même si soi-même on se dit mais j'ai tellement changé, je ne suis plus moi-même, je ne suis plus moi, eh bien au fond, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a toujours cet être vivant, cet être prêt à palpiter, à donner, enfin, on est fondamentalement la même s'il faut apprendre à se regarder autrement avec d'autres yeux, et se dire, ben non, j'ai changé, je l'accepte, je consens à ça, je consens à montrer un autre visage de moi-même, quelque chose qui me heurte, on sent une profonde souffrance, hein, quelquefois, au moment où on se rend compte qu'on est en train de perdre des moyens. Personne se sent vraiment très malheureuse, hein, de le faire. Mais en même temps, nous apprenons, nous en communauté, à essayer de se dire, tu es toujours quelqu'un d'important à mes yeux, et donc tu es toujours importante aux yeux de Dieu, et à tes propres yeux, il faut que tu puisses, toi aussi, te regarder avec amour. Et ça, c'est le plus difficile, de se regarder soi avec amour, quand on perd ses moyens, je crois. C'est lâcher prise, comme le Christ. Et justement, on lâche prise même par rapport à son visage, par rapport à son image de soi. Accepter, c'est lâcher prise, dire je ne suis plus. Et ça, c'est une des attitudes fondamentales du chrétien, je crois. Martin Serra vivait chez lui quand un accident, suivi d'un diagnostic d'Alzheimer, a contraint sa fille à le faire admettre dans un EHPAD près de chez elle. Ça a l'air bien atteint de lui. Tant qu'il dit ça, c'est bien. Ah bon? Ah bah oui, ça prouve qu'il a encore sa tête. D'accord. Ah oui. Voilà. Il dit que vous n'oubliez pas votre téléphone. Ah non. Vous avez vu hein, qu'il n'est pas si... Dans ma mallette. C'est ça. Non, c'est pas. Il a des beaux ongles des mains. On m'a dit c'est Alzheimer. En fait, il avait des troubles cognitifs. On parlait beaucoup de troubles cognitifs et depuis pas mal de temps. Mais pour moi, je ne les voyais pas vraiment parce que je trouvais qu'il était cohérent. Bon, il ressassait, il avait une rumination de certains sujets, mais il avait une bonne élocution, un bon sens logique. Donc pour moi, il n'y avait pas de troubles cognitifs. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il a fait une chute violente et là j'ai vu que l'élocution partait totalement,
il bredouillait, il cherchait ses mots. C'était pas vraiment un problème de mémoire, donc pour moi, c'était pas Alzheimer. Mais les médecins qui sont quand même un petit peu plus spécialistes de ces choses, de ces dégénérescences, donc diagnostic Alzheimer. Et moi, je ne lui fais pas plaisir. Pour moi, l'Alzheimer, c'est une sorte de burn-out. C'est une façon que le cerveau a d'un peu d'exploser. D'ailleurs, mon père, il le démontre assez bien quand quelque chose, quand il y a trop d'informations, trop de stimuli, c'est boum, ça panique, il ne peut pas. Il y a trop de choses. C'est vrai que pour nous, ça paraît une vie un petit peu... Enfin, même pour lui, hein, parce qu'il dit que c'est quand même une fin de vie qui paraît inutile parce qu'elle est totalement inactive d'un point de vue physique et même cérébral. C'est ça qui est gênant, mais on ne sait pas tout de l'activité cérébrale et notamment de ce qu'on pourrait nommer la spiritualité. Donc pour moi, c'est presque un processus naturel d'élimination des scories d'une vie matérielle pour se préparer à autre chose. Donc moi, je vois ça d'un bon œil. Je l'accepte, d'autant plus déjà, j'ai pas refusé ce qui peut m'arriver à moi ou à mes enfants ou à mon papa, c'est comme ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours voir l'issue positive, enfin, c'est l'espérance. On est des créatures de Dieu et on doit servir. Alors attention, servir, c'est servir et aimer, c'est finalement, je dirais, les deux commandements principaux, l'un découlant de l'autre. Et ça apporte une harmonie, un centre de gravité. On se pose beaucoup moins de questions quand on est dans cette acceptation et on perd un peu la tête, alors on est complètement désorienté. C'est une souffrance, pour mon père c'est une souffrance. Mais peu à peu, on accepte cette souffrance, on apprend à vivre avec cette souffrance et là on transcende, je pense. Tu sais, c'est pour les articulations. Faites enlever des plus de petites boissons. Vous me donnez trop de machins, je ne sais plus où je sais. J'ai le suivi qui veut crever. Trop de machins, trop. Surtout si on a cette certitude, cette foi, que la souffrance fait partie du processus de vie que Dieu a mis en place. Et on sait que toute chose que Dieu met en place a des raisons qui nous échappent et bien faites. Donc moi, chaque fois que je sens que j'ai des bouffées de panique ou de choses qui... Je prie. Alors je peux réciter à un autre Père ou simplement dire « Oh Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Il faudrait que je sois d'orange tout de suite. J'avais les serpents. Après, ils vous ont mis au billet pour faire je sais pas quoi, les bordels et puis Moi, je ne crois pas que le Seigneur non plus aimait la souffrance. Il a toujours essayé plutôt de guérir et de sauver. Il n'est pas pour la souffrance. Je pense qu'il est là pour nous aider à assumer ce qu'on vit. Mais ce n'est pas lui qui va provoquer la mort, ce n'est pas lui qui va provoquer la souffrance, ce n'est pas lui. Il est là pour, d'une certaine façon, il transforme un peu, il nous aide à vivre les choses. Mais les choses, ce n'est pas lui qui va provoquer la souffrance pour moi. Ce n'est pas la souffrance qui a du sens, c'est notre manière de la traverser. Comment est-ce que je montre à l'autre? Ricoeur le disait à ce sujet, il disait le cadeau que le malade fait au médecin, c'est de lui montrer comment on peut
traverser ces périodes si difficiles et être toujours là. Je le vois toujours sur la croix, aussi dans une démarche de résurrection. Je ne peux pas m'arrêter à la croix, de toute façon. Donc je pense que j'avais trouvé très beau ce qu'un prêtre nous avait dit un jour, c'est que le Christ de Dieu nous voit déjà avec notre visage de ressuscité. Et qu'en fait, par moments, on est appelé à regarder les autres aussi, avec déjà un regard comme si elles étaient ressuscitées, comme elles étaient déjà un regard qui, au-delà de tout ce qui apparaît, voit au plus profond. Enfin, je pense que c'est bien au-delà que de la croix. Je ne sais pas, peut-être que vous gardiez la place pour quelqu'un. Est-ce qu'on ose croire que Dieu reste à mes côtés dans cette épreuve, ou est-ce que je me sens abandonnée de Dieu? Ça, c'est quelque chose qu'on a dans son jardin intérieur cultivé depuis longtemps, dans le meilleur des cas. Si on n'y a jamais réfléchi avant, on serait peut-être tenté de dire « il n'est plus là, Dieu ». En tant que chrétienne, je ne peux qu'aller dans le sens contraire de cette idée. C'est Dieu reste avec moi dans cette épreuve. Et si j'ose croire que Dieu reste avec moi, j'ose peut-être aussi m'appuyer sur lui et dire je m'appuie sur Dieu pour me donner de la force, je continue à prier, mais pas seul. C'est là aussi que nos communautés ecclésiales ont un rôle à jouer, à dire aux gens, venez vous ressourcer, on est là avec vous. C'est parce que c'est bien de dire que Dieu est à mes côtés si je suis toute seule dans ma vie. Hein, le fait que Dieu est à mes côtés, ça devrait être visible dans des gens qui viennent vers moi pour tendre la main. Nous, en tant que chrétiens, on voit ces humains comme étant à l'image de Dieu. Nous avons quelque chose par rapport, pensons-nous, de plus par rapport au restant de la création, c'est cet amour particulier, cet amour unique qu'a le Créateur pour sa créature humaine, dont il dit qu'il l'a fait à son image. Quand il dit c'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de relation et tout ça, donc si la ressemblance se joue autour de ces qualités-là, la question théologique se pose autrement. Et Dieu n'est pas quelqu'un d'extérieur, mais pour moi, de plus en plus, Dieu se manifeste sur la qualité de la relation. Et c'est ça que le travail avec des personnes pas comme nous se révèle. C'est la mystique qui parle d'un Dieu plus proche de nous que nous-mêmes. C'est-à-dire un Dieu présent en la personne qui habite cet espace-là, qui est une source jaillissante pour la vie puisse être vécue, cherchée, accomplie, fructifiée, donc tout ce que vous voulez. Ça m'aide aussi à mieux comprendre que cet espace que Dieu veut habiter, dont le Christ est le visage humain, existe et persiste à l'intérieur de toute personne. Ça, c'est toute ma foi. Est-ce que France, vous voulez venir à la messe? C'est presque là. La vie chrétienne ou la spiritualité chrétienne, probablement la majeure partie des spiritualités, réclame une dimension communautaire, au sens je ne suis pas croyant tout seul dans mon coin, même si ça existe. Hein. Et cette dimension communautaire, pour le coup, elle est fondamentale dans l'Alzheimer, et ça c'est un point auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire quand mes capacités de me représenter Dieu, mes capacités de m'exprimer, d'exprimer quelque chose à Dieu sont affaiblies, sont altérées, sont troublées, sont perturbées, je peux m'appuyer sur la communauté, voilà, sur la célébration, sur le rite, sur la relation bienveillante, empathique de l'autre, chrétien ou pas chrétien d'ailleurs, et ça peut nourrir ma spiritualité, même si j'ai une maladie d'Alzheimer, et très tardivement. Je l'ai vécu trop souvent et je vois bien que
quand on prie ensemble, la personne, dans le moment présent, est pleinement présente à la prière. Il se passe quelque chose en elle et entre elle et moi je le crois, entre elle et Dieu. Et alors, il est quand même impensable que ce Dieu qui aime sa créature ne serait pas présent dans ce moment-là à cette personne, dans ce moment-là et dans tout autre moment. Les gens, les personnes avec la maladie d'Alzheimer restent, quand elles sont croyantes, pleinement disciples du Christ, pleinement capables de se laisser aimer par Dieu, même quand elles ne peuvent plus le dire. Mais j'y crois. La première dépendance du patient Alzheimer, c'est une dépendance à l'autre. Et si l'autre assume sa responsabilité, et ça on ne peut pas jeter la pierre s'il ne l'assume pas, hein. Si l'autre assume sa responsabilité, c'est-à-dire accepte l'interaction, accepte la relation avec ce patient dans la durée, alors là on peut avoir des expériences spirituelles et une vraie vie spirituelle. En ce sens que la vie spirituelle, ça fonctionne en se ressourçant. On n'a pas un potentiel intérieur suffisant pour vivre au-delà de quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Mais ça fonctionne en se ressourçant et probablement c'est aussi l'objet de la prière personnelle et des célébrations. Ces personnes Alzheimer ont besoin de pouvoir puiser à la source. La prière personnelle, je ne sais pas bien ce que ça devient, je n'en sais rien. Par contre, de pouvoir se ressourcer de ce que Dieu pourrait leur donner à travers l'autre, ça fonctionne jusqu'au bout. Et nous regardons cette scène qui est souvent représentée sur les peintures, l'Assomption de la Vierge Marie. Et nous sommes préparés à cette évangile. La vulnérabilité est surtout l'ouverture à l'autre. C'est notre ouverture à l'autre. Dans cette ouverture, nous pouvons être blessés, mais c'est aussi celle qui nous permet d'être aimés et d'aimer. Vous ne pouvez pas aimer si vous n'êtes pas vulnérable. Et donc ce côté réciproque ou ce côté double de la vulnérabilité, comme quelque chose qui nous expose à la violence, à la malveillance de l'autre, c'est cette même vulnérabilité qui me permet d'aimer et d'être aimé par quelqu'un d'autre. Alors ne me demandez pas pourquoi le Créateur a cru bien de nous doter d'une vulnérabilité qui nous permet d'être blessés, mais qui nous permet aussi d'être aimés. Mais pour moi, c'est exactement la même vulnérabilité et elle est inscrite en nous depuis les origines du monde. Et cette vulnérabilité-là, les transhumanistes voudraient nous en défaire. Parce que, pensent-ils, si on est plus vulnérable, on ne sera plus blessé. Mais si nous sommes plus vulnérables, on ne pourra plus aimer, on ne sera plus aimé non plus. C'est cette idée de dire, mais attendez, les sciences cognitives, la neuropsychologie, le transhumanisme, ça va pas. Tout ça ne va pas. Ça va pas, cette idée qu'on peut tout mesurer, qu'on peut tout évaluer, qu'on pourrait mettre l'âme d'une personne dans une clé USB, tous ces films de science-fiction, quand même, ça va pas. Ça marche pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Ça marche pas comme ça. Il y a quelque chose qui relève du mystère, quelque chose qui relève de la transcendance, quelque chose qui relève de l'énigme aussi, de l'énigme de la vie, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il y a des choses qui demeurent de la vie affective, de la vie pulsionnelle, de la vie relationnelle. Des choses qui demeurent. C'est indéniable. Sœur Thérèse appartient à un ordre missionnaire, les Xavier, pour qui elle a été envoyée à travers le monde. Lors de sa dernière mission dans un village amérindien du Canada, ses troubles de mémoire se sont beaucoup prononcés et la congrégation a préféré la garder à Paris, dans une communauté du quartier de la Contrescarpe.
Enfin, pour moi, ça a été quand même une coupure brutale. Parce que quand je suis arrivée ici, moi je rentrais toute contente ici. Et après, quand la porte s'est refermée, et que j'ai passé la porte ici, et qu'après, tout de suite après, on m'a dit on va faire des examens, c'était un peu... ça a été rapide, quoi. Et du coup, voilà quoi, c'est fait, mais c'était... Le fait d'entendre tout ce qui se faisait et tout, moi ça m'a soulagée de sentir qu'il y avait des choses possibles, enfin des modes d'accompagnement possibles dans lesquels je sentais que ça m'évitait de me prendre la tête pour un gros truc. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais ça m'a beaucoup aidée. Ça allège la maladie aussi, quoi, parce que de ne pas en faire un truc qu'on recevrait comme ça sur la tête et puis qu'on ne peut plus bouger, enfin, ça fait du bien, quoi. D'humaniser cette maladie-là et de ne pas mettre que la peur dessus, quoi. Ça n'a pas ébranlé ma foi. Et presque... Enfin, je sens qu'il y a aussi une sorte de présence de Dieu dans la maladie. Ma vie n'est pas finie parce qu'il y a ce Alzheimer qui est là, quoi. Enfin, ma vie n'est pas Alzheimer. C'est pas lui qui est ma vie, quoi. Pour le moment. Et une fois que je me suis mise en piste là où j'étais envoyée tel que c'était, je crois qu'en moi, il y a quelque chose qui s'est déployé aussi. Enfin, c'est fou de dire ça, mais c'est le mot douceur qui me vient. Enfin, de sentir un rempart. Je sais pas, oui, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça, enfin, qui me permettait de pouvoir vivre comme j'avais à vivre, quoi. La confiance, mais elle m'est donnée, enfin moi je suis pour rien, quoi. C'est vraiment étonnant. Je regarde, j'ai toujours cette image de la porte là, donc qui s'est fermée là, et qu'à la place de cette porte qui se ferme, il y a aussi je sais pas, une autre partie de moi qui s'est ouverte, enfin qui s'ouvre d'une manière différente, quoi. Dans ma propre expérience de ma propre mère, le jour où elle avait fait connaissance de sa première arrière-petite-fille qui est née, donc les jeunes parents ont mis le bébé sur elle, donc elle était à 2 mois de son décès, et c'était très émouvant parce que sur le moment elle ne savait pas comme l'enfant bougeait, donc elle ne savait pas, ah, est-ce que c'est mon bébé? Est-ce qu'il est encore dans mon ventre? Est-ce que je suis la maman? Et vous, madame, c'est vous la maman? Et donc, elle me dit, ah, moi, sa fille, mais je pense que c'est toi, ma maman. Donc, il y avait un moment très émouvant où on a senti que les rôles se mélangent. Personne de nous a essayé de la réorienter pour dire, mais non, maman, c'est ton arrière-petite-fille. Et je me suis rendu compte que ce qui s'est passé là, c'était les rôles réels qu'elle a vécus. Elle-même, elle était enfant, elle-même était jeune femme, elle-même était maman, fille, grand-maman, arrière-grand-maman. Et c'est-à-dire, c'était un problème de chronologie. Et je me suis dit, non, elle n'est pas confuse, elle n'est pas dans notre chronologie, mais elle vit quelque chose qui fait partie de son existence. Mais ça, c'était un moment où je me suis rendu compte ce qui est peut-être l'éternité, parce que l'éternité, elle est au-delà de notre chronologie et au-delà de notre logique. Et donc, moi, j'avais l'impression pour la famille, c'était comme un message de dire, j'ai une continuité, même si je dis les choses dans les désordres, je suis tout ça.
home.